Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Bien, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir au lycée de Djibouti les hauts cadres de MENFOP, Monsieur Mohamed et le 2 Mohamed et Madame Rawiya, qui va nous présenter son dernier œuvre, qui vous parlera de l'amour de la lecture ou de l'écriture, que vous portez pratiquement tous aussi à cœur. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont vraiment cette ambition et cet amour de la lecture. Je ne vais pas trop tarder. Je vais directement donner la parole à d'abord M. Mohamed, conseiller technique du ministre et secrétaire général de l'UNESCO. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Mohamed Moussa. Je suis conseiller technique auprès du ministre de l'Éducation nationale. Alors, cet après-midi, comme disait le proviseur du lycée, au passage, je le remercie infiniment, lui et son équipe. Cet après-midi, on est là pour vous permettre de rencontrer une auteure djiboutienne qui a écrit son premier roman. Et nous, en tant que responsables du ministère, nous avons tenu à ce que cette rencontre ait lieu. Une jeune djiboutienne comme vous, qui a été sur le banc de l'école il y a quelques années, qui a fini ses études, qui est dans la vie active aujourd'hui, mais qui n'a pas, qui ne s'est pas éloignée de l'écriture et qui vient de paraître son premier livre, qui vient de publier son premier livre. Ça, c'est l'objectif de la journée. C'est une rencontre entre un écrivain et des jeunes passionnés par la lecture. Mais je dois, comment dire, ancrer la chose dans son contexte. Au niveau du ministère, nous sommes vraiment très attachés à la lecture parce que nous sommes conscients que c'est la clé de la réussite. Plus vous lirez, plus vous allez réussir, mieux vous allez réussir. Donc au niveau du ministère, il se passe un certain nombre d'actions, des choses autour de la lecture. Je ne peux pas revenir là-dessus sur tout, mais je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle, on a instauré depuis quelques années ce qu'on appelle la semaine de la lecture. En mars, chaque année, nous célébrons la lecture. Et à travers tous les établissements de la République. Et cette semaine, c'est justement des moments où on facilite la rencontre entre des écrivains et des lycéens, des collégiens, mais aussi des écoliers. Tout ça pour dire que la lecture, pour nous, au niveau responsable, elle est placée au centre de tout. Donc nous voulons que vous lisiez plus pour que vous puissiez écrire un jour. Alors, avant d'écrire un jour, nous voulons que vous réussissiez. Et sans la lecture, vous ne réussirez pas. Donc, tout simplement, cette rencontre de cet après-midi s'inscrit dans ce cadre-là, dans cette volonté de vous pousser à lire davantage, Inch'Allah. Donc, on vous laissera avec Madame Rawiya pendant 1h, 1h30, ça dépendra, même 2 heures si vous voulez. Et l'activité qui est prévue, c'est un atelier d'écriture. D'abord, vous allez échanger avec l'auteur et à un moment donné de la journée, elle vous permettra d'écrire, de produire quelque chose par rapport à tout ce que vous dites. Et ces genres d'événements, ce sont des événements qui s'oublient rarement. Parce que c'est des moments privilégiés. Et vous êtes des privilégiés cet après-midi. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance de rencontrer cette jeune demoiselle, Madame Rawiya, qui a écrit un très beau livre. Moi, je viens de le terminer. Je vous assure, si vous avez l'occasion de le voir quelque part, il faut arracher à son propriétaire. C'est un très beau livre, très contemporain, très actuel, qui s'inscrit pleinement dans son époque. Merci Rawiya pour ce livre, pour être passé à Djibouti, pour avoir accepté aussi cette rencontre
qui, nous l'espérons, va être fructueuse, Inch'Allah. D'accord? Merci les amis. Bonjour les élèves. Alors cet après-midi, nous sommes au lycée d'État pour vous contaminer. On va vous transmettre un virus. Ce n'est pas la Covid-19, mais rassurez-vous, mais c'est le virus de l'amour, de la lecture et de l'écriture. Je m'arrête là. Bonjour à tous, du coup je me présente, je m'appelle Raouia, alias Raya, qui est mon nom d'écrivaine. Pour me présenter un peu rapidement, j'ai fait mes études, enfin ma scolarité à la Nativité jusqu'à ma 6e, puis j'ai été au lycée français de Djibouti où j'ai eu mon bac en économie sociale en 2011. Et après je suis allée faire mes études, j'ai fait 5 ans d'études en communication en France que j'ai terminé en 2016. J'ai travaillé pendant 3 ans, enfin j'ai travaillé et voyagé pendant 3 ans. Et en 2019, je suis repartie sur les bancs de l'école pour faire de la psychologie. Voilà pour mon parcours un peu global. Après, un peu plus en détail par rapport à l'écriture et surtout la lecture, j'ai commencé à lire très très jeune. Même avant de savoir lire, ma mère m'avait inscrit à l'Institut français de Djibouti, où j'allais avec mes sœurs et j'aimais énormément voir les livres et tous ces mots que je ne comprenais pas encore. Et puis quand j'ai commencé à lire, je me suis plus jamais arrêtée, mais littéralement. On y allait tout le temps, j'empruntais énormément de livres et puis après quand j'ai grandi, j'ai pu en acheter. Autant vous dire que chez moi, j'ai une immense bibliothèque avec beaucoup de livres et j'ai toujours un livre dans mon sac. Et de l'amour de la lecture est très vite arrivé l'amour de l'écriture. C'est venu naturellement quand j'ai appris à écrire et plus tard surtout quand j'ai découvert la poésie, que j'ai découvert qu'on pouvait transmettre des messages avec des images, avec des figures de style, enfin bref, transmettre de beaux messages aux autres. Et ben, j'ai trouvé ça génial. Et je m'y suis je me suis plongée dedans. Et plus tard, bien plus tard, j'ai vécu tellement d'expériences et tellement de voyages que j'ai commencé à écrire des nouvelles que j'ai publiées dans mon blog à partir de 2020. Et c'est ce qui m'a poussée à continuer à écrire. Et surtout à continuer à écrire mon roman, Zahra, la rose des lys, que j'avais commencé en 2019, suite à plusieurs rencontres qui tournaient autour du même sujet. Et donc, j'ai écrit ce roman-là et je me suis lancée il y a quasiment 1 an, jour pour jour, lors de la journée francophone du manuscrit. J'ai envoyé mon manuscrit, je me suis dit on verra bien. Et il a été choisi et il a été publié. J'en suis extrêmement fière parce que je ne pensais pas que j'en serais là. Parce que il y a longtemps et pas si longtemps que ça, j'étais à votre place. Et puis que je viens de Djibouti, on se dit toujours que quand on vient d'un petit pays, on ne va pas aller très loin. Et en fait, si on a une voix, on a des possibilités. Et c'est ça que j'aime avec l'écriture, c'est qu'on peut se faire entendre, on peut se faire comprendre des autres. Et c'est pour ça que c'est important de lire et surtout de bien s'exprimer. Et voilà pourquoi pour moi c'est aussi important et de lire et d'écrire et que je vous invite tous à lire et à écrire parce que c'est ce qui vous permettra demain de vous faire comprendre et de faire entendre tous vos messages avec les autres. Et du coup moi c'est ce qui m'a permis d'être là parmi vous et j'en suis extrêmement fière. Voilà. Alors Zahra la rose des lys, c'est le parcours de vie, l'histoire, l'enfance, l'adolescence et la vie d'adulte d'une jeune mère victime de violences conjugales qui nous raconte à travers son histoire personnelle pourquoi aujourd'hui en tant qu'adulte et en tant que parent et surtout en tant que femme violentée, elle accepte ces violences et qu'est-ce qui fait que finalement elle ne part pas et qu'elle reste là avec son mari et du coup son fils. Pas à cause. Faut lire l'histoire pour savoir, mais c'est son histoire personnelle parce qu'en fait, il faut savoir que quelle que soit la situation qu'on vit, on la vit par rapport à sa propre histoire. Quand une personne, elle reste dans une situation toxique, donc là, en l'occurrence, une situation de violence, c'est qu'il y a quelque chose dans son histoire personnelle à elle qui l'a amenée aujourd'hui à accepter ça, ce que quelqu'un d'autre n'accepterait pas ou ne vivrait pas. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai voulu expliquer parce que je veux pas juste qu'on dise mais pourquoi elle reste, parce que c'est trop facile de dire mais pourquoi elle est avec lui. Non, il y a une raison et voilà.
C'est ce que j'ai voulu raconter. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'aimerais vous demander, ce roman est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a incité à l'écrire? Alors, qu'est-ce qui m'a incité à l'écrire? Comme je vous l'ai dit avant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'expériences dans ma vie et j'ai croisé beaucoup de personnes et surtout beaucoup de femmes qui m'ont raconté leur histoire et beaucoup d'histoires de violence, dont Zahra, qui ne s'appelle pas Zahra dans la vraie vie parce que le livre en fait est basé sur une histoire vraie. Et elle m'a raconté son histoire et clairement la majorité de ce qui se passe, c'est vrai, enfin dans le livre, c'est vraiment passé. Et je me suis dit qu'il était temps aujourd'hui de raconter cette histoire, d'éveiller les consciences sur les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales et que les gens puissent dire stop et que surtout ça, voilà, c'est de la sensibilisation et dire aux jeunes hommes qui êtes là et aux hommes tout court, enfin voilà, que la violence n'est pas une solution et aux jeunes femmes qu'elles peuvent partir. Comptez-vous écrire d'autres livres à part Zahra? Alors oui, je vais en écrire d'autres. Et avant Zahra, j'ai déjà écrit plein de nouvelles que j'ai publiées sur mon blog, parce que j'ai un blog littéraire qui s'appelle La Bibliothèque de Raya et un Instagram littéraire où je partage mes lectures et aussi mes écrits. Donc c'est pas mon premier coup et Zahra ne sera pas le dernier roman. Comptez sur moi. Madame, en fait, vous avez parlé des raisons qui poussaient les femmes à accepter leur sort et à rester. J'aimerais savoir ces raisons. Alors, d'une personne à l'autre, les raisons peuvent être diverses et variées. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle accepte des violences et pas une autre? Ou ce type de violence-là et pas un autre type de violence, ça dépend de son vécu à elle, de son passé. Là, en l'occurrence, pour Zahra, tout est dans son enfance. Ce qu'elle a vécu enfant, elle l'a reproduit, elle a revécu plus tard en tant qu'adulte. Quoi qu'il vous arrivera en tant qu'adulte, sachez que c'est parti de l'enfance. En tant que futur psychologue, c'est ce que j'étudie et c'est ce que j'aime, c'est aller chercher plus loin. Pourquoi une personne, aujourd'hui, elle a telle maladie psychologique comme la dépression, pourquoi elle accepte les violences, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que tout est lié à l'enfance et après à l'adolescence. Donc, il n'y a pas une seule raison. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que votre nouvelle est contre la violence ou vous essayez de dire aux hommes de garder leur force pour eux-mêmes et de ne pas essayer de traumatiser les filles? Merci pour la question. Alors, du coup, mon roman, il est totalement contre la violence. Je suis une personne ultra humaniste. Je suis contre tout type de violence qui puisse exister parce que je pars du principe qu'avec des mots, on peut tout résoudre. La violence ne résout absolument rien. Ce qui se résout aujourd'hui par la violence reviendra demain beaucoup plus fort et en pire. Donc non, il faut toujours utiliser les mots et je trouve personnellement que la personne qui utilise la violence, c'est une personne qui est faible. Parce qu'il faut être faible psychologiquement pour ne pas réussir à convaincre la personne en face. Pour arriver à un stade où ta colère prend le dessus et que tes mots, tu n'arrives plus à les utiliser, donc tu utilises tes coups, non, ça va pas. Et du coup, c'est ce que j'ai aussi envie de transmettre parce que ce livre-là, il n'est pas que pour les femmes, il est aussi pour les hommes, comme je l'ai dit. C'est leur dire qu'il y a des manières différentes de traiter une femme et qu'ils devraient juste bien traiter toutes les femmes comme les femmes devraient bien traiter les hommes. Ça va dans les deux sens et qu'on devrait tous juste se respecter et réussir à communiquer. Et c'est tout pour régler les conflits. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est tout bon? C'est tout bon, alors ça sera à moi de vous poser une question. Quelle est votre définition de l'injustice et des maltraitances? J'ai une définition pour l'injustice. L'injustice, c'est qu'on ne punit pas les coupables et qu'on punit exactement les innocents. Qu'on ne punit pas vraiment les coupables pour ce qu'ils ont fait, mais qu'on punit exactement les innocents. C'est ça la définition exacte de la maljustice. L'injustice, c'est le fait de ne pas respecter l'humanité de la personne, son droit en tant qu'humain. Pour moi, madame, l'injustice, c'est le fait d'inférioriser les droits de quelqu'un selon certains critères, son rang, sa famille ou bien sa condition. Salam alaikum. L'injustice, c'est lorsque le coupable ou la personne
et elle vole l'innocence de l'autre humain, des êtres humains. C'est-à-dire de maltraiter l'être humain ou je sais pas quoi, lui faire du mal. Et puis après, la faute sera à l'autre personne, c'est-à-dire on ne croit pas à la personne qui a fait du mal, mais contrairement, on accepte sa défaite, l'action qu'il a faite, et l'autre personne qui était innocente, on vole son innocence. Pour moi, la justice, comme elles ont dit, c'est lorsque on ne punit pas celui qui est coupable. Des fois, et je crois que c'est surtout ici à Djibouti, on ne punit pas le coupable juste à cause de son rôle social. S'il a l'argent pour se payer le fait de ne pas rentrer en prison, on le laisse en liberté, alors qu'il est coupable. C'est ça que l'injustice, c'est pas bien. Moi, en fait, j'ai une question à elle. Comment savoir, en fait, si la personne est véritablement coupable ou pas? Si des preuves l'inculpent, mais que les policiers, la justice, elle a peur de lui uniquement parce que c'est une personne haut placée et qu'il la laisse en liberté, ça c'est pas juste. Mais si, en fait, il y avait quelqu'un qui avait brouillé les pistes de façon à que ce soit lui qui soit impliqué. C'est vrai. De façon à que ce soit lui qui soit impliqué. Comment tu sais vraiment que c'est lui le coupable? Il peut être innocent. Moi, je t'ai pas parlé de ça. Ça, c'est un cas à part, tu l'oublies. D'accord. Ça, c'est un cas. Moi, je t'ai dit que pour la plupart du temps, les gens qui sont coupables, c'est des personnes haut placées, qui ont la richesse, qui ont l'influence sur le peuple, la justice, et qui arrivent à se mettre en dehors des problèmes, qui arrivent à se libérer des problèmes uniquement par leur richesse. Alors, je vais réagir à ce que tu viens de dire et je fais une très grosse parenthèse. Ce n'est pas qu'à Djibouti. Personnellement, je vis et j'ai étudié en France. Et en tant que petite 1 femme, petit 2 jeune et petit 3 surtout musulmane, j'ai vécu beaucoup de discrimination et énormément d'injustice. Et pourtant, on se dirait que c'est qu'en Afrique que ça existe, qu'à Djibouti. Non, ça existe là-bas, c'est pareil. Tout est au réseau, tout est à l'argent, c'est partout pareil. Oui, ça c'est un sujet un peu sensible, mais effectivement, il y a une grande islamophobie en France. Et c'est ce qui aussi m'a fait écrire mon roman, c'est que je voulais aussi faire entendre la voix d'une femme musulmane et leur faire comprendre qu'on n'était pas toutes à la maison, à la cuisine, qu'on n'était pas toutes un culte, qu'on avait aussi une voix, on avait des choses à dire, on avait un vécu et qu'on pouvait avoir un vécu actuel, tout simplement sans être ni trop laïque, ni trop extrémiste. Il y a un milieu. Et moi, personnellement, j'ai grandi comme ça à Djibouti, dans un milieu, ni trop ni pas assez. Et c'est ce que je veux faire comprendre aussi là-bas. Voilà. Mais effectivement, l'injustice, c'est quand une chose vous arrive, que ce soit au niveau légal ou juste dans votre vie de tous les jours, et que vous n'avez pas d'explication, du coup, on peut être frustré parce qu'on se dit, la loi, normalement, c'est comme ça et c'est censé être pour tout le monde. La morale, c'est censé être pour tout le monde. Et en fait, non, ça ne marche pas pour moi. Pourquoi? Et c'est exactement ça. Et on va rebondir dessus, du coup. Quelle est votre définition des maltraitances? Qu'est-ce qui est pour vous un ou des maltraitances? Merci. Madame, en fait, le fait de maltraiter quelqu'un, c'est le fait d'abuser de lui, que ce soit verbalement, physiquement ou psychologiquement. C'est ma définition des maltraitances. La maltraitance, c'est le fait qu'un être humain maltraite une autre personne. Lui faire du mal oralement, physiquement. S'abuse d'elle, comme elle a dit. Et qui ne donne pas, c'est-à-dire la chance à la personne de s'exprimer, de se défendre. Je sais pas, c'est ma définition. Moi, j'ai une définition de la maltraitance. C'est comme elle a dit, agresser la personne, ou oralement, physiquement. Et c'est quand la personne ne peut pas vraiment se défendre. Et c'est aussi lorsque la personne est désemparée, triste, et qu'elle ne sait plus quoi faire, ni vers qui se tourner, vers ses amis ou à ses parents.
elle est toute seule, faible. C'est comme une petite âme qui est recroquevillée dans son coin, impuissante. C'est ça ma définition de la maltraitance. La maltraitance, c'est lorsque une personne méprise une autre, que ce soit au niveau social, qu'elle le méprise juste parce qu'elle a un rang social inférieur à elle ou à cause de la richesse. Il y a plusieurs exemples de la maltraitance, mais c'est surtout au rang social, au niveau socialement. La maltraitance pour moi, c'est de s'attaquer aux plus faibles. Après, ils ont tous dit la même chose. Je sais pas. C'est aussi de se prendre de haut. La personne, quand elle maltraite, elle se prend de haut. Donc elle s'attaque aux plus faibles et elle... voilà quoi. Après, je sais pas. Alors, on va faire un exercice. C'est que je vais vous demander d'écrire. Enfin, vous aurez une demi-heure pour écrire quelques lignes pour nous partager un événement qui vous est arrivé, qui vous a marqué. Que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. Parce que l'écriture, c'est pas quelque chose de difficile. Il faut partir de quelque chose de soi pour écrire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Tout ce que j'ai écrit, il y a une partie de moi, il y a une partie de ce qu'on m'a raconté. Et voilà. Et c'est parti de là. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Donc, vous partez d'un événement qui vous a marqué dans votre vie, positif ou négatif, et vous écrivez quelques lignes. Ça vous va? Allez, go! inta ay dantaydiyo noloshaydu diqtahay ama uu dayacanye abbahay darxuma qaabo naftayda ihadaalin inta ay dantaydiyo noloshaydu diqtahay ama uu dayacanye abbahay darxuma qaabo naftayda ihadaalin dugsigiyo tacliintaana hadaynin dugsigiyo tacliintaana hadaynin qaa'irka wixii dilay hadoonin qaa'irka wixii dilay hadoonin waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane ayuu damacu kugay waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane ayuu damacu kugay kugu dagaala ama kugu dirqeeyaa eddamaaca urkiyo dabcaloosha iga shiday waa darajadaadiyo waxaan kugu dagaalaa ama kugu dirqeeyaa eddamaaca urkiyo dabcaloosha iga shiday waa darajadaadiyo raxadaada dunide ehadiidin raxadaada dunide ehadiidin qaa'irka wixii dilay hadoonin qaa'irka wixii dilay hadoonin waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane ayuu damacu kugay
waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane ayuu damacu kugay laga carabiyo gabal sii dumaayo dayax dhacay inay tahay dada maanta joogta doqoni waa ma garatee gabal sii dumaayo dayax dhacay inay tahay duni laga carabiyo gabal sii dumaayo dayax dhacay inay tahay dada maanta joogta doqoni waa ma garatee adigoo u daymaale digtoonow adigoo u daymale digtoonow qayrka wixii dilay hadoonin qayrka wixii dilay hadoonin waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane ayuu damacu kugay waa iga dardaarane waa iga dardaarane waa iga dardaarane. Du coup, est-ce que vous avez tous fini vos textes? Oui. Alors, qui est-ce qui voudrait lire l'un de ces textes? Quand j'étais en 9e année, je me suis fait maltraiter. Mais vraiment. Dans mon passé, ce n'était vraiment pas très cool. Les gens m'ont maltraité, m'ont insulté, m'ont méprisé. Ça, je ne sais pas pourquoi. Il ou elle, enfin, tous ceux qui sont, qu'ils me disaient « Eh, regardez le diable, il est là, il faut s'enfuir !» À tel point que je me suis mise à pleurer très fort dans l'école. Et je cachais cette peine au fond de moi pour ne pas inquiéter mes parents ni ma famille. Mais ils ont continué à me maltraiter, comme prendre mon sac et le jeter dans les toilettes. Pleine et moche. Et tel parfois, ils me lançaient de l'eau au-dessus de ma tête, mon corps tout mouillé, des frissons dans mon corps, comme si j'avais froid. Enfin arrivé le jour où je n'en pouvais plus. Je suis allée au surveillant et je lui ai tout balancé. Le surveillant, choqué de ses élèves, me rendait la vie pas possible. Il est allé dans ma salle et fait sortir les élèves et leur hurler dessus, leur disant « J'ai tellement honte de vous. Comment avez-vous pu oser faire ça ? À tel point qu'elle est venue. Avec des larmes, vous allez le payer et vos parents seront au courant de ce que vous faites toute la journée. » Après, il leur a crié dessus pendant que les parents sont venus et se sont excusés devant moi en me disant que ils ne recommenceraient plus, ils vont plus étudier. Et certains me disaient qu'on va les frapper. Le principal a été mis au courant de cette injustice que je subissais chaque jour. Et il était choqué par cette annonce et a dit
que s'ils recommençaient, ils vont le payer, mais alors vraiment le payer très cher. Heureusement, les choses se sont bien déroulées pour moi. Et à partir de ce jour, comment dire, je me défends comme pas possible. Personne ne me touche, personne ne m'insulte. Et je peux me concentrer sur ma vie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Soha Mohamed Elmi. Je suis en classe de la première S3. Il y a longtemps, lorsque j'avais 12 ans, je vivais dans un immeuble à 3 étages avec ma famille. Je vivais à l'étage du milieu et il y avait une amie à moi, une camarade, qui était voisine, qui habitait à l'étage du haut. Cette amie, c'était une amie très proche. Je la considérais comme une sœur. On était voisines et camarades de classe en même temps. J'ai partagé tout avec elle, mais à la seule différence, elle n'était pas vraiment très attirée par l'étude et tout ça. Elle avait souvent des absences et des retards. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un site de rencontre qu'elle prétendait être super ou génial. Je lui ai prévenu que les sites de rencontre étaient dangereux, surtout pour un mineur. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a juste dit qu'elle serait prudente avec les croisements et les rencontres, tout ça. Un jour, plus le temps passait déjà, plus les jours passaient et plus elle s'absentait, plus je la voyais rarement, que ce soit à l'école ou même chez elle. Elle venait rarement. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait rencontré, ou plutôt, oui, qu'elle avait fait la rencontre dans ce site d'un garçon qui lui plaisait en tout cas. Le seul problème, c'est qu'elle ne savait rien de ce garçon. Que ce soit son nom, que ce soit son âge, de soit qui il est. Elle ne connaissait rien. Elle est juste tombée amoureuse de lui par ses mots doux. Voilà, je t'aime, un petit cœur et tout ça. Et là, elle a craqué pour lui. Et moi, je lui disais comme ça. Je lui disais, c'est pathétique ce que tu fais. C'est vraiment pathétique. Arrête de faire ça. Je lui dis, tu connais même pas qui il est. Un peu de prudence. Mais elle m'a dit elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter, qu'elle savait ce qu'elle faisait, qu'elle gérait tout et tout ça. Et moi, donc, je l'ai laissé. Mais un soir, elle m'a appelé pour me dire que son fameux Superman là, il l'avait appelé, il l'avait appelé pour lui demander un rendez-vous, en précisant l'adresse et la date, le lieu et plutôt l'heure plutôt. Et je lui ai dit que je savais que cette rencontre allait peut-être mal se dérouler, vu qu'elle ne sait même pas qui elle va rencontrer. Elle l'a jamais vu, que ce soit en réalité, que ce soit sur une photo. Elle l'a jamais vu. Elle ne sait même pas qui il est. Alors je savais, je me préoccupais, je savais que quelque chose allait mal se dérouler. Je lui ai prévenu, je lui ai dit n'y va pas, n'y va pas. J'ai proposé tous mes arguments, je lui ai donné tous mes conseils. J'ai fait tout ce dans mon possible, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle n'a pas voulu rester, elle voulait vraiment y aller. Donc à la fin, c'est moi qui ai cessé, c'est moi qui me suis rangée. Je lui ai dit, si tu veux faire quelque chose, fais ce que tu veux. Je lui ai dit, je suis ni ta mère, ni ta nounou. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux y aller, que tu veux rencontrer cet homme que tu n'as jamais vu, vas-y, je lui ai dit. C'est pas moi qui t'en empêcherai. Le rendez-vous, c'était le lendemain soir, à 20h, d'après ce qu'il disait. Le matin, je la voyais à l'école, elle était surexcitée, elle disait, voilà, mon premier rendez-vous. Et là, je la regardais, je m'inquiétais en fait, je me disais ça va mal se dérouler, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Le soir, j'ai pas pu dormir, tellement j'étais inquiète. C'était une fille que je considérais comme une sœur. J'étais vraiment inquiète à l'idée de savoir qu'elle va rencontrer un homme inconnu. Donc le lendemain, elle n'est pas venue en cours. C'est là, mon inquiétude est vraiment passée par-dessus. Je me demandais vraiment qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle n'est pas venue. Je me rassurais en me disant que peut-être elle a veillé tard le soir. C'est pour ça qu'elle était fatiguée, qu'elle a préféré rester, vu qu'elle était un peu flemmarde. Je me suis dit que c'est elle qui a voulu rester. Mais le temps a passé. Ça fait déjà environ 3 à 4 jours que je ne l'ai plus vue. Ni à l'école, ni à la maison, ni chez elle, je ne la voyais pas. Je montais souvent pour lui demander à sa mère si elle était là, mais elle-même, elle était inquiète elle-même. Elle l'a cherchée, elle appelait les flics. Ça fait depuis presque une semaine qu'on ne l'a pas retrouvée, qu'on l'a cherchée partout. Et un bon matin, les flics ont appelé sa mère pour lui dire qu'ils avaient retrouvé sa dépouille, qu'elle était morte dans une poubelle publique de quartier 7 en fait. On avait retrouvé son corps.
Ses vêtements étaient déchirés de partout, elle était disséquée de partout, elle avait des blessures partout sur le corps. Il y avait même des trucs qui avaient prouvé qu'elle avait peut-être été violée. Mais bon, à partir de ce jour-là, j'ai même parlé, hein, j'ai crié, j'ai même fait un discours dans toute l'école pour leur dire aux élèves que c'est pas bien d'utiliser ce genre de site, de faire attention aux rencontres qu'on fait souvent. Il ne faut jamais se fier à un inconnu que tu connais absolument rien, même à une personne que tu connais depuis 2 mois. Tu peux pas t'en fier. Une amitié, une relation, ça n'est pas en quelques semaines. Surtout que ça ne faisait qu'environ 2 semaines qu'elle connaissait cette personne. Une relation, ça n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme l'histoire de Roméo et Juliette, qu'elle l'a vu, voilà, elle est tombée amoureuse de lui. C'est pas possible. C'est pas en un clin d'œil qu'est née une relation là. Il faut prendre du temps. C'est pour ça, même si moi j'ai ressenti vraiment un très grand regret. J'étais la personne la plus proche d'elle, celle qui pouvait le plus l'empêcher de faire cette faute. J'ai tout fait pourtant, j'ai tout fait. Elle n'a pas voulu m'écouter. Mais pourtant à la fin j'avais toujours ce regret, j'avais toujours cette culpabilité. J'ai culpabilisé de l'avoir laissé partir. J'aurais dû appeler ses parents, j'aurais dû peut-être prévenir ses parents pour lui dire que voilà, votre fille elle va aller là-bas. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Et c'est pour ça depuis ce jour, jamais, vraiment jamais, je vais abandonner une amie qui est dans le besoin. Si elle est dans le mauvais schéma, je ferai tout pour la remettre dans le bon chemin. C'est une promesse que je me suis faite. Merci. Miftah Abdi, je suis en terminale ES2. À 12h du soir, voilà, je me prépare à dormir après longtemps avec mes amis du quartier. Dès mon entrée de la porte, surprise, je vois mon père devant moi avec un bâton à la main. Et j'avais le cœur qui battait à 100%. Je me sentais faible devant lui car j'avais nul partir puisqu'il faisait minuit et j'avais aussi sommeil. Mon père m'a tellement puni que le sommeil s'envole. Et j'avais tellement mal que je continuais de pleurnicher comme un bébé de 5 mois. Il faisait 6h du matin dont on doit se préparer pour l'école vu que je n'avais pas passé la nuit en bonne condition. Donc je n'aurais pas la force d'y partir. Mais on n'a pas le choix, on est obligé d'y partir. À 7h du matin, je suis à l'attente du bus et je monte et m'assois à la dernière place pour prendre un peu mon temps. À l'arrivée du centre-ville où les passagers descendent, le chauffeur hésita de me réveiller car je m'endormis dans le bus. Et le bus reprend son schéma et c'était plusieurs fois. Et c'est l'histoire qui m'a marqué durant toute ma vie et c'est une leçon pour moi. Bon voilà, c'était avant 11 ans qu'aujourd'hui que cet événement se déroula, c'est-à-dire l'âge de mon garderie. Et voilà comment ça se passe, l'événement. C'était une matin, comme d'habitude, on avait sonné pour sortir la récréation pour manger. Et on avait l'habitude de jouer ensemble avec des petites balles que notre prof de garderie nous lançait partout pour attraper. Alors on courait partout pour attraper ces petites balles afin que je glisse dans la cour de l'école et que j'ai eu un accident sur le front. C'était parce que notre cour de garderie était mal construite ou était mal habillée. Alors, il y avait autant de sang qui écoulait sur mon front. Après quelques instants, ma prof de garderie appela la directrice de cette garderie-là, qui m'emmena à l'hôpital le plus vite possible. Le docteur m'a nettoyé ma blessure avec ses matériels médicaux. Enfin, mes parents ont venu pour me les récupérer. C'était un accident catastrophique pour moi, mais bon, ça s'est bien passé. Bon. Déjà, je voudrais tous vous remercier pour l'effort que vous avez fait d'écrire. J'ai fait le tour, j'ai lu à peu près... j'ai pas lu à peu près, j'ai lu plus ou moins tous vos textes. Donc déjà, bravo pour tout ce que vous avez écrit, tous les sujets qui ont été abordés. J'ai été extrêmement touchée de voir que dans certains, il y avait de la violence conjugale, il y avait de la violence scolaire, comme ce que tu as décrit, qu'il y avait pas mal aussi autour de la discrimination, du travail de deuil, bref, il y avait plein de sujets qui ont été abordés. Et pour ça, déjà, bravo pour ceux qui ont réussi à écrire, parce que écrire, c'est aussi se libérer quand on vit des moments compliqués, quand on ne peut pas parler aux autres. Vous pouvez écrire. Même si ce n'est pas pour faire lire à quelqu'un, juste le fait d'écrire, c'est une manière de se libérer. Donc déjà, merci à vous tous pour cet effort. Après, moi j'ai beaucoup aimé les récits qui ont été
que vous avez composé. La seule chose, si je peux donner quelques petites critiques, c'est qu'il manquerait peut-être un peu de vocabulaire, la bonne utilisation des mots. Et surtout quand on écrit, c'est pas comme on parle. On peut pas utiliser un langage courant, ça marche pas. Le langage argot de la maison, ça marche pas non plus. Il faut avoir un certain langage, je vais pas dire soutenu, mais quand même, faut utiliser des bons mots, pas les mots qu'on utilise entre nous, parce qu'il y a une différence vraiment entre l'écrit et l'oral. Parce que bon, l'oral, on peut se permettre des choses, mais à l'écrit, non, il faut rester un peu plus, je veux dire, sérieux, un peu plus cadré, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un d'autre ou à plusieurs autres personnes, et que pour que son message passe, il faut être le plus clair possible, et il faut qu'il y ait un peu de sérieux quand même. Mais franchement, bravo, juste, je vous encourage à lire, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer l'orthographe, la grammaire, et avoir du vocabulaire pour demain bien vous exprimer, pour demain bien écrire, et surtout que là, vous êtes tous des lycéens si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est bientôt le bac, dans quelques temps. Et pour avoir de bonnes notes, pour pouvoir avoir un bon avenir, il faut se donner à soi-même les bonnes armes. Et là, vous les avez, c'est l'écrit, c'est tout ce qu'il y a. Vous avez un papier et du stylo, c'est tout ce qu'il vous faut pour réussir. Le reste, ça compte pas, c'est votre détermination. Donc voilà, déjà merci à tous. inta ay dantaydiyo noloshaydu diq tahay